Salut Booktube! Aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu avec toi d'un processus narratif et scénaristique qui est tellement utilisé qu'il pourrait presque être appelé un sous-genre à part entière de la fantasy, et j'ai nommé l'utilisation de mondes parallèles. Donc c'est toutes ces histoires où il y a plusieurs univers qui cohabitent, souvent le nôtre et un autre un petit peu plus fantasy, mais parfois il peut y en avoir de nombreux autres, et on va voir un petit peu tous les tenants aboutissants, toutes les façons de réaliser cette trope et tout ce qu'on peut retrouver un petit peu autour de ce mécanisme dans les différentes histoires qu'on peut rencontrer. Si je vous demande là maintenant tout de suite de me donner 5 histoires avec des mondes parallèles, je pense que pour l'immense majorité d'entre vous, voire la totalité d'entre vous, même celles ou ceux qui ne lisent pas de la fantasy, je pense que c'est possible pour à peu près tout le monde. C'est tellement utilisé. Il y a énormément d'histoires en Occident qui utilisent ce processus narratif. Et rien que comme ça, je peux en lister énormément. Il y a Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Le Monde de Narnia, Le Magicien d'Oz, Les Gardiens des Cités Perdues, Harry Potter, La Quête des Willan, Outlander, Coraline, The Ocean at the End of the Lane, Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, et énormément d'autres dont on va reparler dans cette vidéo. Enfin voilà, rien que comme ça, je suis capable d'en énumérer pléthore, et c'est pour ça que c'est presque, comme je le disais avant, presque un sous-genre de la fantasy. Et donc, quels sont ces univers parallèles et qu'est-ce qu'ils impliquent? Mais en fait, ces univers parallèles impliquent quasiment toujours un passage de notre monde vers cet univers parallèle. C'est vraiment le centre du récit, et bien souvent du début du récit et de ce qui va amorcer la narration. En fait, la narration est l'élément perturbateur finalement, vient du fait que le protagoniste va passer de notre monde à cet univers parallèle, qui est bien souvent un univers imaginaire, onirique ou de la fantaisie plus classique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on a plusieurs façons de traverser les mondes qui vont émerger. C'est à peu près toujours les mêmes, et il y a même certains codes de ce passage d'un monde à l'autre qui ont pu être théorisés. Et c'est notamment ce qu'a fait Christian Schelbourg en 2013 dans les fictions de jeunesse, avec plusieurs codes qu'il a développés pour permettre ces passages d'un monde à l'autre justement. Il y a énormément de fois où il s'agit de passages simplement physiques, avec le plus souvent un point d'ancrage entre notre univers et un univers parallèle. Ça va le plus souvent être quelque chose de familier, quelque chose que l'on connaît, avec lequel on a tous des interactions. Ça peut être bien évidemment l'armoire ou le tableau dans les Chroniques de Narnia, ça peut être les fenêtres dans La Tour des Anges de Philip Pullman, ça peut être le quai de gare pour Harry Potter avec la plateforme 9 3/4, ça peut être les miroirs dans Alice de l'autre côté des miroirs, etc. Donc il y a énormément d'exemples de ça, et parfois c'est tout simplement des portes pour passer d'un monde à l'autre, et ça va notamment être le cas dans plusieurs livres dont je peux penser comme ça de Victoria Schwab, et notamment dans Gallant ou The Archived, où le passage se fait tout simplement en ouvrant une porte. Parfois ça peut être un basculement dans l'autre monde avec l'utilisation de la magie. Pour moi l'exemple le plus parlant de ça, c'est les Pierre Bottero avec La Quête des Willan, où les personnages peuvent passer d'un monde à l'autre avec le grand pas, donc la version maximale entre guillemets du pas sur le côté. Ou alors dans un autre livre décidément de Victoria Schwab avec A Dark Shade of Magic, où le pouvoir des Antari permet de les faire traverser d'un Londres à l'autre. Mais aussi de Outlander, où le passage dans le passé se fait par un phénomène surnaturel et magique au niveau des dolmens. Dans certains contes, le passage est provoqué par quelque chose, et ça va être surtout dans les contes pour la jeunesse avant tout, où c'est le personnage qui se retrouve plongé dans une aventure, et ça peut être fait par un guide, et ça c'est ce qu'on appelle le dispositif du lapin blanc, parce que c'est évidemment l'exemple parfait de Alice au Pays des Merveilles, où finalement Alice poursuit le lapin qui va l'emmener au Pays des Merveilles. Et donc c'est vraiment le protagoniste qui va suivre le guide pour être mené vers ce monde parallèle. Il y a aussi le dispositif du cyclone qui fait référence à un événement perturbateur énorme qui va un petit peu pousser le protagoniste à traverser dans un autre monde. Et ce cyclone fait référence au Magicien d'Oz, où Dorothy va quitter son quotidien à cause d'un cyclone qui va transporter sa maison. Où on peut également noter d'autres événements plus classiques, on va dire, comme des déménagements, comme ça peut être le cas dans Le Voyage de Chihiro ou dans Totoro.
Donc ça c'est vraiment les classiques avec un passage assez simple d'un univers à un autre, mais il y a certains récits, certaines fictions qui utilisent des procédés un petit peu plus complexes avec parfois plus qu'un univers parallèle, parfois une multitude d'univers parallèles, et il y a notamment certains qui vont utiliser le processus des multivers avec notamment les théories d'Everett sur les bifurcations des univers. Donc en fait les théories d'Everett c'était mis en place par un physicien, donc c'était le physicien Everett qui avait adapté le cas de Schrödinger à la mécanique quantique. Donc le chat de Schrödinger c'est le chat dans sa boîte qui est à la fois mort et vivant, si vous connaissez un petit peu le truc. Et du coup, dans la théorie d'Everett, en fait, le chat mort et le chat vivant existent tous les deux, mais dans des bifurcations d'univers. Et finalement, chaque événement avec plusieurs destinations possibles, plusieurs choix possibles et plusieurs conséquences possibles va entraîner une bifurcation avec de nombreux univers et donc de nombreux univers parallèles. Si vous voulez un super exemple de ça, il y a un très bon exemple dans la série Community avec un épisode entier qui est dédié à justement ces bifurcations temporelles qui est l'épisode du jeu de rôle. Si vous l'avez vu, il est absolument génial, j'aime beaucoup cet épisode. Globalement, de toute façon, Community c'est trop bien. En fait, tout le groupe va jouer à un jeu de rôle et en gros, ils ont un dé à 6 faces pour résoudre un événement. Et en fait, chaque chiffre du dé va entraîner une histoire complètement différente et du coup, au fil de l'épisode, on va suivre chacune des histoires qui est déclenchée par chaque face du dé. Et donc voilà, c'est vraiment l'allégorie même de ce genre de multivers. Et dans la fiction et notamment dans la littérature, ces genres de multivers, on peut les retrouver de façon la plus pure dans À la croisée des mondes de Philippe Pullman et notamment dans les tomes 2 et 3 où ça c'est beaucoup plus développé, mais également dans le guide du voyageur galactique, même si c'est un petit peu plus difficile à réaliser et à réaliser de façon correcte et intelligente et du coup c'est un petit peu moins présent peut-être dans la fiction. On peut noter aussi d'autres sous-types d'univers parallèles parce que évidemment on aime toujours catégoriser les trucs. Il peut y avoir notamment les univers virtuels, ça va être le cas par exemple de Code Lyoko, de Sword Art Online, de Matrix. Il y a aussi les cas des univers de poche, donc c'est un endroit qui est plus grand qu'il n'y paraît. À l'origine, ça va être les tentes dans Harry Potter ou le sac d'Hermione dans Harry Potter 7. Ça va être évidemment le Tardis dans Doctor Who ou encore la mare qui est en réalité un océan dans An Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman. Et enfin, qui suis-je pour parler d'univers parallèles sans parler des œuvres de fiction qui vont développer la théorie du multivers à son paroxysme et notamment évidemment le MCU avec les Avengers etc. Et également les DC Comics qui le font de façon moins mainstream actuellement parce que les films le font moins mais qui le font manifestement dans les comics et c'est également le cas du multivers de la Tour Sombre de Stephen King. En ce qui concerne les univers parallèles et le processus narratif d'univers parallèles, je voudrais revenir sur un cas un petit peu particulier qui est le cas des isekai. Donc c'est un sous-genre de la fantasy japonaise où le protagoniste va se retrouver transporté dans un univers parallèle ou alors réincarné dans un univers parallèle. De premier abord, c'est assez similaire à ce qu'on a nous en Occident, mais son évolution japonaise et par la culture japonaise en a vraiment fait un cas particulier avec des codes un petit peu différents. Le terme de isekai est né du roman Isekai no Yuichi, traduit par Héros d'un autre monde de l'auteur Haruka Takaticho en 1975. Et depuis qu'il a été créé au fil des années, c'est devenu vraiment un ultra cliché des mangas et des romans japonais où en gros c'est un petit peu la base poussée à son ridicule paroxysme d'un protagoniste lambda qui va se retrouver propulsé dans un monde où il y aura à la fois des créatures fantastiques dans un univers un peu RPG japonais et des jolies filles qui vont être au pied du héros. En gros, pour faire ultra cliché, c'est ça. Mais ce qui est un petit peu différent de notre utilisation occidentale des univers parallèles, c'est que nous, on va avoir un passage du protagoniste tout simple d'un autre univers à un autre, alors que dans les isekai, on a vraiment ce côté reset, ce côté remise à zéro, puisqu'il va souvent s'agir soit de réincarnation, donc le personnage meurt par exemple, et se fait réincarner dans un autre univers ou avec d'autres caractéristiques. Par exemple, actuellement, il y a le light novel puis adaptation en manga de Moi quand je me réincarne en slime de Fusée.
donc qui en est un exemple évident. Et même quand il n'y a pas ce côté réincarnation, il y a vraiment une modification du protagoniste au passage dans l'univers parallèle. En fait, c'est un protagoniste lambda dans notre monde qui, quand il va passer dans l'univers parallèle, va changer de personnalité, changer de caractère et posséder des attributs différents, donc des pouvoirs, être plus puissant, savoir se battre, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'a pas du tout en Occident comme vision. C'est peut-être quelque chose qui facilite encore l'accès à ce sous-genre et qui le rend encore peut-être un petit peu plus cliché que ce qu'on peut avoir nous. En gros, c'est un peu un moyen de faire ce qu'on veut avec le protagoniste qu'on veut et juste de dire c'est quelqu'un lambda qui vit et d'un coup il se retrouve super magicien de tout l'univers quoi. Et j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus décrit au Japon qu'en Occident. Ça a été vraiment propulsé, comme je le disais, au rang de cliché et finalement c'est vu comme assez peu intéressant. Pour moi, ce mécanisme scénaristique a plusieurs avantages. Et c'est notamment évidemment une des raisons pour lesquelles il est si utilisé et il est si omniprésent dans notre littérature. Il permet de rationaliser et de justifier un passage vers un autre monde, vers un monde fantasy. Et c'est notamment quelque chose qui était très utilisé par le passé, notamment dans les anciens contes, pour faciliter l'acceptation finalement de cet univers de fantasy, de ce monde parallèle, avec un passage du monde réel et validé par les intellectuels ou je ne sais quoi, au monde un petit peu plus fantasy qui est propice aux contes. Et historiquement, c'est un petit peu aussi pour ça que c'est très utilisé dans tout ce qui va être jeunesse, mais l'autre raison pour ça, c'est que ça permet une transition beaucoup plus douce et beaucoup plus facile, notamment pour des lecteurs ou lectrices qui vont être plus jeunes. Ça permet d'avoir un protagoniste qui est totalement naïf du monde dans lequel il arrive et du coup on doit expliquer cet univers au protagoniste et donc ça permet de l'expliquer au lecteur sans faire de l'infodump énorme et sans avoir 100 pages de world building à balancer au début du roman. Ça permet en fait tout simplement d'avoir un personnage que l'on va appeler le personnage Hermione Granger qui va permettre d'expliquer au lecteur tout ce que lui-même ne sait pas sur l'univers et donc de comprendre les règles qui vont tendre cet univers. Ça m'a d'ailleurs toujours fait rire que ce soit Hermione qui ait ce rôle-là alors qu'elle est née moldue. Et donc comme je l'ai dit, ça permet une transition qui est beaucoup plus progressive, beaucoup plus aisée et donc pour des livres plus jeunesse, je trouve que c'est pas forcément un procédé qui est négatif parce que voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus accessible. Ça va également permettre, c'est indéniable, au lecteur ou à la lectrice de se reconnaître dans le ou la protagoniste puisqu'il s'agit de quelqu'un de lambda, on peut s'y reconnaître et donc on peut s'imaginer plus facilement que ce seraient des aventures qui pourraient nous arriver à nous plutôt que si on débarque dans une histoire où c'est un personnage qui a déjà tué 4 dragons et qui maîtrise absolument toutes les magies du monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle finalement il y a des points de passage qui sont si classiques, qui sont si ancrés dans notre vie quotidienne. Enfin, l'armoire dans Narnia, je pense que après avoir vu le film ou lu le livre, on a été beaucoup à penser, à espérer peut-être qu'un jour on allait ouvrir la porte d'une armoire et se retrouver dans un monde parallèle, ou alors qu'on allait pouvoir recevoir aussi notre lettre pour Poudlard. Enfin voilà, ça permet d'avoir une projection des lecteurs, des lectrices beaucoup plus facile pour espérer que ça leur arrive à eux aussi. Et comme je l'ai dit au tout début de l'histoire, en fait, ce processus narratif est vraiment un élément perturbateur. Finalement, c'est assez rare, je trouve, qu'il y ait un aller-venu entre les différents mondes, en tout cas entre le monde parallèle et notre monde réel. Il y a quelques livres qui l'utilisent, et notamment ça j'aime bien dans La Quête des Willan ou A Dark Shade of Magic ou À la Croisée des Mondes. C'est des choses qui sont assez sympas, je trouve. Le fait qu'on ait vraiment un impact de notre univers sur le déroulé de l'histoire et qu'il y ait des allées-venues entre. Dans Narnia, c'est un petit peu fait puisque au début, Lucy va aller à Narnia puis revenir puis repartir, mais en fait toute l'histoire se déroule à Narnia finalement. Mais ça permet vraiment une richesse du récit qui n'est pas forcément exploitée et la plupart du temps c'est vraiment un élément perturbateur qui va lancer l'histoire et finalement on va tout simplement quitter notre univers, ça va être uniquement le moyen de quitter notre univers et de lancer l'histoire et après on s'en moque un petit peu entre guillemets de notre univers, même si souvent il y a un petit peu le sous-texte de je veux rentrer chez moi, notamment dans les contes. Je pense à Narnia, je pense au Magicien d'Oz, etc. Il y a un petit peu ce sous-texte qui est là, mais aussi un petit peu ce côté l'autre univers est plus joli et mieux et tout ça. Après, pour moi, ça reste quand même
un sous-genre et un processus narratif qui a énormément d'inconvénients. C'est quelque chose qui est du très classico-classique. C'est un processus narratif qu'on utilise depuis très longtemps, qui est un petit peu toujours fait de la même façon, toujours l'élément perturbateur. Et c'est très artificiel, je trouve, c'est assez gros, ça vient avec ses gros sabots nous montrer que hop, allez, on est balancé autre part et la fantaisie peut commencer. Regarde, on va tout expliquer avec le personnage, enfin voilà. Ça manque clairement de subtilité et c'est quand même très difficile à renouveler. Il y a assez peu de façon originale de l'amener. Je pense par contre à La Croisée des Mondes par exemple qui utilise le multivers avec énormément d'intelligence. Et dans La Croisée des Mondes, le fait d'avoir des univers parallèles a vraiment un impact sur l'histoire et sur le développement de l'histoire, alors que souvent c'est vraiment juste un procédé scénaristique pour lancer l'histoire et ça se limite un petit peu à ça, c'est du très basique. Donc c'est vraiment un processus avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je comprends son utilité et sa praticité, notamment pour des textes jeunesse qui rendent le texte de fantasy, qui peut être parfois très intimidant, beaucoup plus accessible. Ça permet d'avoir une transition plus en douceur, d'une transition plus facile. Donc je trouve que pour les livres jeunesse, c'est acceptable, c'est souvent bien fait aussi, c'est pas quelque chose qui va révolutionner le genre, mais ça permet aussi d'avoir autre chose, de développer d'autres aspects et d'avoir une écriture qui est simplifiée à destination d'un public plus jeune. Par contre, là où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est dans tout ce qui est fantasy adulte. J'en ai assez peu vu récemment, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à pardonner. C'est une facilité scénaristique que je trouve beaucoup trop bateau et beaucoup trop inutile pour de la fantasy adulte, où pour moi le rôle d'un auteur c'est de nous faire comprendre son univers sans avoir besoin de passer par de tels artifices ou par de l'infodump fait avec un Wikipédia par world building pendant les 100 premières pages. Je trouve qu'un auteur de fantasy adulte doit être capable de faire passer son world building dans le récit et dans le texte. C'est pas forcément évident, mais c'est un des prérequis pour écrire de la fantasy adulte et c'est le genre de processus narratif que je ne pense pas pouvoir pardonner facilement, à moins qu'il ait évidemment un impact sur l'histoire et sur le développement de l'histoire et qu'il y ait peut-être plus d'échanges entre les différents mondes parallèles. Pour moi, c'est vraiment un défaut de ce sous-genre puisque, comme je l'ai dit, il y a vraiment peu d'échanges entre les deux univers. Je pense bien sûr à Pierre Bottero qui essayait un petit peu de révolutionner le genre avec toute une partie de la quête d'Ewillan qui se passe finalement dans notre monde, même si Ewillan est bien au courant des enjeux à Gwendalavir. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. C'est difficile à renouveler, j'ai vu très peu de textes qui le renouvellent. Je l'accepte plutôt par facilité scénaristique et par façon de rendre une fantaisie plus accessible pour la jeunesse. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai du mal à apprécier quand il s'agit d'un public plus mature, plus adulte. Et je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus exploité de façon plus intelligente, on va dire. Peut-être que vous avez des exemples que je n'ai pas forcément lus, de textes comme ça qui vont révolutionner un peu ce genre, parce que moi j'en ai très peu lu comme je l'ai dit, de façon un petit peu plus intelligente et un peu plus subtile de naviguer entre les différents univers, de rendre ce processus et ce sous-genre de la fantaisie plus qu'un simple élément perturbateur, plus qu'un simple artifice pour déclencher l'histoire. Alors n'hésitez pas à me partager ce genre de texte, je serais ravie d'en découvrir. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire et à me dire tout simplement ce que vous pensez de ce processus narratif là. C'est pas quelque chose, je pense, qui fasse énormément débat, c'est pas quelque chose qu'on adore absolument ou qu'on déteste. Je pense que c'est vraiment à la base une facilité scénaristique et rien de plus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant parce que on en a vu plein tous et que c'est pas forcément quelque chose qui est très analysé, donc j'avais envie d'en parler. Et je vais arrêter de blablater pendant 12 ans sans dire grand chose et donc on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.